laisserai se présenter. Et Matteo Ngo, champion de France sur le 110 mètres et athlète de haut niveau, que je laisserai se présenter aussi. Et bien, bonne présentation. Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, Emmanuel Urguin, voilà, j'y tiens. Donc, je suis entraîneur national, je suis en contrat de préparation olympique. J'exerce auprès de la Fédération française d'athlétisme et une mission, c'est donc entraîneur sur le Pôle France de Nantes et suivi des relais 4x400 pour l'équipe de France. Donc, j'ai répondu à cette sollicitation qui m'a été faite pour prendre la suite, parce qu'au début ça devait être Richard, vous allez voir Richard Curzas qui devait introduire ça, il l'a déjà fait, parce que Matteo qui a fait s'entraîne avec Richard. Donc en fait, vous allez avoir un entraîneur, vous allez avoir un athlète, mais en fait on n'est pas dans le quotidien, on ne fonctionne pas ensemble. Voilà, petite précision. Bonjour à tous, donc Matteo Ngo, moi j'ai 28 ans, spécialiste du 110 mètres L depuis maintenant 10 ans. Donc voilà, je pratique le haut niveau depuis un petit moment sur la structure de Nantes et je suis passé par le master EOS à Nantes. Donc aujourd'hui on est là pour le petit aide qu'on nous a assigné sur la prévention des blessures et on va balayer un petit ensemble de choses, donc n'hésitez pas à noter, à rebondir sur les thèmes qui vous intéressent. C'est assez, on va dire, c'est pas facile de tout balayer en 15 minutes, donc c'est pour ça qu'on va essayer de mettre différents thèmes et puis vous sautez sur l'occasion sur ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc sur la thématique de la gestion du risque dans le sport de haut niveau, on va commencer par définir de quoi on parle. Sur la partie risque, pour aller vraiment de manière très simple, ce sera ce qu'on pourra attribuer donc, la combinaison d'une probabilité et d'une conséquence. La partie sprint, elle ne concernera que les efforts à plus de 98% de vitesse maximale. Dans le milieu de l'athlétisme, nous, c'est quelque chose qui est très normé, très ancré. Et pour traiter l'intégralité du sujet, il faudrait qu'on puisse passer du temps sur l'accélération, sur le sprint. On va se contenter vraiment de cette étude du côté vitesse maximale, parce que c'est là en général qu'il y a le plus de problématiques qui peuvent intervenir. Et enfin, sur ce qui concerne le mot blessure, on entendra la blessure à partir du grade 2. Là, on est focus sur les ischios, mais à partir du grade 2, puisqu'en dessous, on estimera que ça ne vient pas suffisamment perturber le quotidien de l'entraînement. Donc, pour commencer, je souhaiterais introduire une idée qui m'est chère, c'est que le sprint, c'est quelque chose de naturel. Il faut, vous avez un entraîneur de sprint, ça fait 25 ans que j'entraîne, et la culture française du sprint est très native, évidemment, sur le sprint court, mais sur le sprint long, parce que moi je suis spécialiste sur 400 et 400 mètres, c'est quelque chose dont on n'a pas hérité. On va se cacher un petit peu derrière l'évidence du sprint, c'est-à-dire cet effort qui tend vers le 98%, 99% ou 100%, en tout cas de l'engagement complet. Donc, l'image type qu'on doit avoir quand on veut commencer à entraîner autour du sprint ou pour la qualité de vitesse, c'est bien l'image autour des transports en commun, de se retrouver avec des gens qui sont capables, alors qu'il est 6 h du matin, qui sont complètement froids et pas du tout échauffés, de filer sur un sprint à toute vitesse pour rattraper, pour pouvoir monter dans le transport. Et ça pose de soucis à personne. Et la plupart du temps, ça se finit très bien. Et donc, le sprint, c'est un mouvement naturel. Les cours de récré, on n'y parlera même pas. Voilà. Et
protection, c'est comme ça que je vais l'appeler. C'est la blessure qui est générée pendant l'exercice du sprint, qui a développé pour certains une peur, une appréhension, une surprotection. Et la problématique, ça va être de faire sauter ce verrou, aussi bien d'un point de vue de la culture, de ce qu'on va pouvoir transmettre aux entraîneurs, mais aussi d'un point de vue de l'athlète. Donc l'enjeu, c'est d'aborder sereinement les aspects de la planification du sprint dans la saison, sans jamais limiter. Ça, on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, nickel. Alors, la problématique principale, comment utiliser le sprint comme méthode stratégique d'entraînement. Donc le plan qu'on va définir là, sur l'intervention, on va commencer par un constat chiffré, histoire de pouvoir mettre un petit peu de matière dans l'observation, donc sur l'analyse d'un groupe, le mien, comme ça je sais de quoi je parle et puis je ne suis pas allé inventer des stats, d'un groupe de sprinteurs sur les 5 dernières années. Je vais y revenir. Ensuite, et ce sera un petit peu le point central, on passera sur les principes d'action, donc sur la méthodologie et tout ce qui va faire que finalement, vous allez voir que le sprint, c'est un élément, mais c'est tout ce qu'il y a autour du sprint qui va compter dans sa prévention et dans le fait de minimiser les accidents. Enfin, dernier point, donc sur la partie construction, où là on prendra un petit peu de temps, finalement peu, vous verrez, parce qu'on va arriver à certaines évidences sur l'intégration et la planification dans la saison sportive. Donc sur le constat, pardon, j'ai oublié de faire ça. Sur le constat, donc, d'un groupe de haut niveau, puisque la commande elle est autour du groupe de haut niveau, je l'ai élargi un petit peu. Les athlètes de haut niveau, je ne sais pas que j'aurais pu les définir, on va dire ceux qui sont sur la liste ministérielle, on va s'arrêter juste là-dessus. Et donc, dans les 5 dernières années, en comptant, et je parle bien de séances spécifiques de sprint, en comptant 40 semaines par an, vous allez voir que là, on a déjà répondu, on arrive déjà à la planification. C'est 40 semaines, donc sur du sprint supérieur à 98% de la vitesse maximale de l'instant T, puisque la vitesse évolue aussi évidemment dans la saison, et sur une moyenne de 8 sujets, que ce soit d'un côté sur le haut niveau, de l'autre non haut niveau, voilà. On se retrouve sur un volume réalisé de sprint à 6400, comme ça permettait d'avoir un équilibre entre les deux. Et vous voyez que le taux d'incidence, donc je rappelle que le blessure on l'a défini à grade 2 minimum, le taux d'incidence c'est 0,125%. Autant dire, le geste en lui-même, c'est pas lui qui amène le danger, c'est pas le sprint qui blesse. D'accord ? On est toujours OK. Voilà. Alors le risque, multiplié par 2 sur le haut niveau, et pour moi, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous allez voir dans la slide centrale, où là, on va s'arrêter sur beaucoup de points qui sont essentiels, dans lesquels Mathéo va commencer à intervenir aussi. Le taux, il est multiplié par 2 parce que dans la gestion du contexte autour du sprint, il y a des choses qui sont moins maîtrisées. Cette fois-ci, je vais commencer comme ça. Voilà, donc sur les principes d'action. Donc là, on a dépassé le constat, on a dépassé la définition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Et même, j'ai envie de dire, pour débuter, avant le terrain. Donc en effet, merci pour cette belle introduction. Avant le terrain, on a quelque chose qui va être assez important et qui se développe de plus en plus. On a eu la chance de le faire là, ici à Nantes, avec l'équipe Krebs et un staff. C'est surtout le profilage. C'est vraiment faire un scan et un état des lieux de l'athlète pour savoir, voilà, selon différents points, où il en est.
vous savez très bien, maintenant on entraîne de plus en plus individuellement, même s'il y a beaucoup, que vous soyez préparateur physique, kiné ou futur encadrant, il y a beaucoup de groupes et un programme pour tout le monde, on va dire que c'est plus possible, c'est de moins en moins possible, il faut faire des sous-groupes, il faut réussir à individualiser et le profilage, il vient servir à ça. D'accord, donc sur un groupe, sur un pôle, on ne peut pas évidemment faire un programme pour 20 personnes, mais il faut un tronc commun et il faut des sous-groupes avec des sous-programmes qui correspondent plus ou moins aux âges. Donc sur le profilage, on va essayer de voir, voilà, lui plutôt, on va dire, on va plutôt chercher les faiblesses que les forces d'ailleurs, à tort ou à raison. Dans le thème de la prévention, chercher les faiblesses, c'est assez intéressant. Et ça va vous permettre, surtout, parce que là on va directement introduire le travail, là on parle beaucoup des ischios en sprint, alors qu'on devrait plutôt parler en chaîne, surtout de chaîne postérieure, donc les ischios qui viennent s'inscrire dans un travail de synchronicité avec d'autres muscles, ou soit dans votre chaîne, c'est le maillon plus faible, c'est lui qui va, on va dire qu'il va être lésé, soit c'est le plus fort, et en fait, à côté, tout autour, c'est faible, et donc il va être surutilisé, surutilisé, surstimulé, et par l'usure, ça va lâcher aussi. Donc vraiment, état des lieux, profilage, que ce soit le point faible, le point fort. Nous, par exemple, on a les ischios, on en parle presque plus, en fait, beaucoup moins. Et là, on s'attaque au mollet. J'en vois un peu qui sourit, je pense qu'ils sont aussi dans ce thème-là. Moi, les ischios, j'en parle plus depuis 2-3 ans, en tout cas en termes de renforcement. Et là, en fait, sur cette chaîne-là, là où j'ai pas assez développé, maintenant que les ischios ont pris le relais sur ce fonctionnement de chaîne, il y a des problématiques plutôt autour des mollets. Donc voilà, profilage, regarder un scan et essayer de travailler plutôt sur un ensemble, un groupe, une chaîne, plutôt que les ischios directement en eux-mêmes. L'athlète a parlé. Ça, c'est la point de vue des entraîneurs en coordination, et on est vraiment nombreux à le penser. L'historique, le point de départ. Quand vous avez un athlète qui arrive, vous n'avez pas la responsabilité, vous pouvez le connaître au travers de sa performance. L'historique, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le point de départ. Si vous n'observez pas le point de départ, vous pouvez essayer d'avoir tout ce qui est le plus ingénieux possible. Vous risquez de prendre un mauvais chemin. Donc cette historique, c'est en effet le listing de tout ce qui a pu se passer dans les pépins musculaires, mais pas que. Ça doit être le cadre d'une investigation qui est vraiment poussée pour comprendre le contexte global, qu'il soit sportif et même socio-pro, de l'athlète. Ce scan-là, une fois qu'il est réalisé, donc là, Mathéo est allé directement sur les tests kinés. Ces tests-là, pour nous, c'est des tests qu'on va reproduire sensiblement tous les 6 mois. Et on va avoir observé ce qui va avoir évolué bien ou pas assez. Et surtout, à force de renforcer quelque chose, c'est le principe de la chaîne, il faut penser à ce qu'il y a autour, toujours et systématiquement. Parce que si vous faites un muscle fort qui ne répond pas à la contrainte spécifique parce qu'il est contraint par la liberté des autres articulations autour, on est face à un problème qu'on a juste déplacé. On est toujours sur le avant-terrain. Je vous ai dit que c'était vraiment la slide centrale, c'était pas une blague. La prophylaxie au quotidien. C'est-à-dire qu'en entraînant des sprinteurs, et pendant longtemps, j'ai pu me rendre compte que finalement, on va chercher du travail de prophylaxie, de prévention, on va chercher tout ça quand c'est trop tard ou quand ça a bien tendu. Ce travail-là est
Et depuis qu'on a cette manière de fonctionner sur le pôle, on est sur la même structure, on a beaucoup moins d'incidents. C'est-à-dire qu'on prend l'athlète dans son complet et dans son entraînement. Il y a des, et on va y venir sur le terrain, il y a des entrées de séance qui se font d'une certaine façon. Mais il y a aussi, au-delà de la séance, la volonté de l'inciter à aller vers des démarches personnelles qui lui permettent finalement de mieux comprendre son corps et ses faiblesses. Enfin, ça je le vois avant le terrain aussi, c'est l'organisation des séances et l'articulation des rythmes de vie. Il faut, et là c'est une vision vraiment très entraîneur, mais si encore une fois vous passez votre temps à essayer de résoudre le problème des ischios, mais que vous êtes face à quelqu'un qui dort 3 heures par nuit, qui s'hydrate jamais, qui finalement, avant d'être un sprinter, n'est même pas un sportif, vous allez pour essayer de faire de la magie, vous verrez, ça marche très mal. Ça marche très très mal. Donc c'est important de pouvoir avoir une vision complète de l'athlète avant qu'il arrive à l'entraînement. On passe sur le terrain. Donc sur le terrain, les entrées de séances de sprint ou même de séances qui vont se rapprocher du sprint. Il y a des points de vigilance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, pour tous ceux qui voudront participer, on vous fera descendre moi je vous partagerai le protocole de vitesse que les athlètes du groupe réalisent depuis maintenant 3 ans et que je mets dans la balance de la diminution, parce que j'ai fait une étude de constat tout à l'heure qui était finalement à l'échelle des 5 ans, mais il y a une décroissance en plus des problématiques ischio. Et ce temps-là de l'échauffement, et même qui est presque pré-échauffement, il est très important parce que c'est un temps où l'athlète va pouvoir être confronté à lui-même, à des sensations, et ça, il va le répéter dans notre structuration. En gros, il va le réaliser le lundi, il va le réaliser le mercredi, il va le réaliser le vendredi. Donc, tous les 2 jours, pendant 40, 42, 44 semaines, il commence à avoir de la finesse. Ça veut dire qu'au début de la séance, on est capable, et l'athlète lui-même devient capable de dire aujourd'hui je suis capable de sprinter ou pas. Parce que c'est aussi un des facteurs qu'il faut qu'on réussisse à développer, c'est la confiance dans l'athlète, parce que c'est l'athlète qui va être sur le terrain, c'est lui qui doit s'engager à 100%, ou 98 au moins, pour répondre au sprint. Et si lui, au moment de l'échauffement, il n'est même pas en phase avec lui-même, s'il n'est même pas sûr qu'il veut s'engager, on jette un peu une pièce en l'air, mais ça ne doit pas être le principe sur le niveau. Tu veux... C'est vraiment du coup la porte d'entrée, et tu n'en as pas spécifiquement parlé, mais j'ai bien aimé leur manière, on s'entraîne différemment, mais son protocole dont on parle, il me semble que toi, tes athlètes sont obligés de venir 15 minutes avant. Voilà, il y a l'heure de l'entraînement, qui n'est pas vraiment l'heure d'entraînement, c'est l'heure du début, et avant ça, il a imposé, on va dire, ce temps de préparation, mobilité, d'échauffement, et qui n'est non négociable. Et moi, ce sur quoi je voudrais rebondir, par rapport à tout ce qui est prophylaxie au quotidien et entrée sur le terrain, vous qui êtes extérieur à l'athlète, en fait, c'est comment vous allez amener et créer de l'autonomie chez vos athlètes sportifs. Ça, c'est hyper important. C'est pas possible via tous les profils. Donc, il y a aussi du contexte, comprendre qui vous avez en face. D'accord ? Il y a des personnalités, vous allez pouvoir leur expliquer par A plus B qu'il faut faire ça, il faut aller dormir, manger, faire la prévention, ce que vous voulez. Ça ne va pas passer.
Donc il y a option 1, vous créez de l'autonomie en leur expliquant, en conscientisant quels sont les mécanismes, à quoi ils sont exposés lors du sprint et lors de l'entraînement. Une fois qu'ils ont les informations, ils peuvent commencer à réfléchir et se dire ok, ça je dois le faire et je dois le faire correctement. Parce que le problème qu'on a aussi avec la prophylaxie, c'est qu'on l'a fait, alors ça fait bien depuis 2-3 ans, mais en fait on le fait depuis beaucoup plus longtemps. Avant, ça n'avait pas assez d'effet, puisque on va dire que c'était un peu nouveau quand on propose la prophylaxie. Le problème des sportifs, c'est qu'ils ne conscientisent pas, ils ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert. Et donc en fait, on s'était retrouvé avec pendant au moins 2-3 ans de la prophylaxie qui n'avait aucun effet. Et je sais que dans beaucoup de staff, et plus il y a de nombre d'ailleurs dans les équipes, plus on va proposer la prophylaxie, mais voilà, les exercices, on va faire pour faire. Et là, faire pour faire, comme l'a dit au professeur Lair, c'est mort dès le début. Donc c'est vraiment faire confiance aux sportifs. Ça c'est même à haut niveau. On peut croire qu'à haut niveau, ils sont tous autonomes, ils font le job, c'est pas vrai. Donc pour vous, rendre autonome, et deux, si c'est pas le cas, face à des personnalités un peu plus qui se laissent porter, il faut trouver des subterfuges pour les amener à faire la prophylaxie, à les emmener 15 minutes avant l'entraînement et à trouver des stratagèmes pour qu'en fait ils le fassent avec une intention. Et pas je fais le geste, je fais ma prophylaxie un peu dans le vide, autant ne rien faire du tout. Alors d'ailleurs, je vais préciser une chose sur ce quart d'heure qui précède l'heure de début d'entrée en séance. Le contenu, ce n'est pas un contenu d'entraînement. C'est un contenu de kiné, c'est un contenu de réathlé pour certains, ou en tout cas qui sont en train de sortir de la réathlé. Et donc c'est pas un contenu sur lequel j'impose des choses, je leur laisse un temps commun de responsabilité pour que chacun fasse des choses qui lui sont utiles et qui ont été validées par le kiné dans le quotidien. Alors au-delà de cette conscience corporelle qu'on veut développer, de les mettre dans des situations en échauffement qui les amènent à vraiment extrapoler le geste sportif. Ils vont aller plus loin que le simple geste de vitesse, puisque une des problématiques qu'on a aujourd'hui, et ça, dans les contenus et les échanges avec les kinés notamment, une des problématiques de renforcement des ischios, c'est pour les ischios fonctionnent bien, ils doivent être capables de pouvoir être sollicités à pleine vitesse. Et aujourd'hui, les exercices qu'on met à disposition ne doivent pas faire aussi bien que ça. On ne réussit pas à faire aussi bien que ça. Donc on peut renforcer, mais en renforçant, il faut aussi prendre en considération des points qui vont être très importants sur le positionnement du bassin, sur le positionnement du genou. Et c'est là qu'on en arrive à la technique de course. Alors, la technique de course, il n'y a pas une nécessité d'être entraîneur expert pour comprendre la technique de course qu'on va pouvoir éviter. C'est celle avec un genou qui va être engagé haut et un pied qui va continuer à avancer très fort vers l'avant. Là, vous mettez les ischios dans une tension incroyable et encore plus vrai quand vous êtes déjà sur une vitesse de déplacement très rapide. D'accord ? Donc, je vais éviter de vous faire un module de formation technique de la Fédération française d'athlé. Je pense que vous avez déjà, ne serait-ce qu'avec cette base-là, quelque chose qui est important. Qu'on est à pleine vitesse sur la technique, mais pour autant, vous verrez tout à l'heure dans ce qu'on va proposer, que nous, on va bien venir provoquer ce geste. On va le mettre en tension. Sur le terrain également, le meilleur moyen de préserver les ischios une fois qu'on a fait tout ça, c'est l'exposition régulière à la vitesse
Et pas seulement qu'à la vitesse max. La vitesse max, c'est un bon point, mais l'ischio doit pouvoir comprendre, il doit devenir intelligent, si on peut dire ça comme ça. L'accélération va conduire à la vitesse max. Donc, il doit comprendre comment il va raisonner sous contrainte de force dans une organisation corporelle qui va être différente pour pouvoir s'exprimer derrière à pleine vitesse. Donc là, on revient encore un peu sur la technique, mais on revient aussi sur des temps où il va être différemment exposé, puisque l'accélération maximale, au début, on est dans des contraintes de force qui sont importantes, avec des temps de contact avec le sol qui sont importants, alors que quand la vitesse est vraiment à son paroxysme, on est sur des temps de contact à moins de 0,100 chez les sprinteurs internationaux. Donc c'est des touches, c'est plus des appuis qui sont longs, et tout ça, il faut être capable d'exposer le corps régulièrement à cette contrainte-là. Donc l'accélération, la vitesse max, et pour l'aspect technique, tout ce qui va être inframax, qui va permettre d'avoir une grande disponibilité technique pour pouvoir réaliser une attitude, une école de course progressive pour aller vers la vitesse max. Alors, quand on a fait tout ça et qu'on a essayé de tout blinder, et ben pour autant il reste 0,125 de tout à l'heure. Et j'aurais pu ouvrir le constat plus tard, mais on est sensiblement dans ce petit pourcentage qui reste vraiment minime, donc qui doit aller libérer les pensées. Mais on peut arriver à la troisième colonne en cas de blessure. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en cas de blessure? Alors, c'est vrai que je n'ai pas, mon propos introductif, je ne l'ai pas donné. Je suis entraîneur, je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour un partage d'expérience. Néanmoins, cela étant dit, la prise en charge d'un athlète blessé, ce n'est pas le rôle de l'entraîneur. L'entraîneur doit être capable d'accompagner la démarche éventuellement, parce que l'athlète peut être jeune et inhabitué. Et puis après, il y a un moment où on n'a même plus besoin, les athlètes savent très bien le faire eux-mêmes. C'est le médecin, c'est le fameux moment éventuel de l'imagerie. C'est accompagner sur le kiné et les premiers soins qui sont importants. Et là, j'estime que ça dépasse justement mon cadre d'intervention en tant qu'entraîneur, et je laisserai d'autres en parler. Et puis, après, ça peut être dans le traitement de la douleur et la durée d'invalidité, si on peut dire comme ça, la possibilité aussi de glisser complètement sur du travail en réathlétisation. Parce que pour un athlète, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être à côté de son groupe, de travailler avec un focus d'entraîneur qui est très compliqué parce que quand l'athlète est présent, peut faire quelques trucs mais ne peut pas faire l'intégralité du programme, il est en marge. Il est en marge et il est avec sa douleur. Et il faut qu'il gère. Et ça, c'est pas un bon cadre de travail. Donc moi, c'est vrai que quand on dépasse le gradin, comme je vous l'ai défini tout à l'heure, pour moi, on va directement sur l'aspect kiné, puis réactiver si la période devient trop longue. Voilà. Et puis, dernier point, après je pense que tu vas avoir à dire là-dessus, la préparation mentale. Le retour de la blessure. Alors, je ne le vois pas directement, en tout cas ce que je n'ai pas constaté, c'est le moment où on se blesse, le lendemain il faudrait préparer mentale. Non, pas du tout. L'idée de la préparation mentale, c'est de pouvoir préparer le retour au 100%. Parce que vous pouvez avoir des athlètes, les yeux, c'est pas agréable, ça fait mal, et pour pouvoir s'engager à nouveau à 100%, il
faut accepter que ça, c'était un accident, donc il manquait des ingrédients dans la recette et dans la conduite d'entraînement. Donc, d'un point de vue mental, il faut pouvoir lever ces freins-là. Nous, on a d'ailleurs un exemple en commun, puisque on a une athlète qui s'est blessée aux ischios. On a fait du travail, ça c'est un cas très concret. On a fait du travail de renforcement, on a essayé de comprendre le testing, on a essayé de comprendre ce qui avait pu nous échapper, enfin on a été très critique. Et puis en fait, on ne voyait pas l'évidence. Et l'évidence, c'est ce que je viens de partager, c'est que l'athlète avait peur de sprinter. Donc on avait beau mettre tous les moyens en vert pour que le sprint puisse être réalisé, en fait, il y avait un frein. Le frein était mental. Et là où ça s'est vu, c'est que quand on a commencé à réaliser un travail d'accompagnement mental sur le retour au sprint, du jour au lendemain, séance après séance. Donc soyez conscients que pour parler des ischios, on a élargi à une chaîne, et puis en fait, c'est toute une personne. Hein, c'est important de bien l'avoir en tête. En effet, on parle vraiment pas assez, mais je vais essayer de. Enfin, je vois que le temps passe, je ne vais pas m'attarder sur la préparation mentale, mais c'est vrai que ça a été assez flagrant, parce que c'est une athlète de ce groupe avec qui moi je travaille en préparation mentale. Ça a été assez instantané, si je puis dire. Donc voilà, ne négligez surtout pas ça. Il ne suffit pas d'avoir 3-4 blessures aux ischios pour commencer à travailler à partir d'un traumatisme. Ça suffit à créer une faille. Et voilà, si on n'est pas accompagné, c'est peut-être assez difficile. Moi, j'ai attendu des années avant de me coller. Et là, ça va beaucoup mieux et je rattrape. J'ai quand même des années de rattrapage en termes de peur, de gestion. Donc voilà, surtout pensez à ce point de préparation mentale. Je ne sais pas si tu as une dernière slide, mais je pense qu'on va passer sur les questions. Il reste 10 minutes. Moi, je vais juste vous synthétiser du coup. Profilage, hyper important pour faire un état des lieux. Rendre l'athlète autonome, d'accord. La technique de course, évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, renforcement, santé. Si l'athlète il court mal, la mécanique n'est pas optimale, il met en tension sur des moments critiques, il finira quand même par se blesser, d'accord, aussi tout est ouvert. Donc technique de course. Travail, entraînement contre résistance. Alors, on a des tonnes, on peut savoir vraiment énormément de choses, on a des super bons chercheurs à nous pour en passer. On a plusieurs. Et entraînement contre résistance, encore une fois, par rapport au profilage, vous avez plein d'athlètes différents, des mécaniques différentes, des signatures musculaires différentes. Donc vous ne pouvez pas faire un programme pour tout le monde. Si vous voulez taper sur tout, c'est dans vos séances, dominante hanche, dominante genou, il faut aller chercher partout, unilatéral, latéral. Il faut tout solliciter. En fait, il n'y a pas besoin de faire des milliers par semaine. Il en faut un petit peu toutes les semaines. Et ça, voilà, on va dire qu'on a limité le risque de ce côté-là. Et je pense qu'on est sur ces 4 points. Profilage, autonome, technique de course. Et évidemment, garder en tête qu'il faut mettre du sprint tout le temps. Nous, en fonction des sports, nous c'est un jour sur 2. On va faire une fois à 100% plutôt court, une fois 95% un peu plus long, et une fois sur du sprint résisté avec le 1080, les chariots, où là on va venir solliciter les ischios. On va être autour, on vise en fonction du profil de force vitesse, on vise entre 5 et 6 mètres secondes de déplacement, mais pour aller chercher des créneaux spécifiques de puissance, de force, en fonction de ce que vous voulez chercher, un peu plus précisément. Donc voilà, c'est 5 points majeurs. Est-ce que je crois qu'il y a un micro qui va se balader pour les différentes questions, que ce soit pour Manu ou pour moi, et puis si il n'y a pas de questions, il restera 10 minutes pour faire le petit protocole
que vous proposez. Merci à vous deux pour votre présentation. J'ai une petite question. Du coup, vous parliez de l'importance de la prophylaxie, le fait qu'avec ces athlètes, il faut faire du travail avant que le problème arrive, avant que la blessure tombe. Comment vous faites pour sensibiliser en fait, à ça? Parce que l'athlète, quand il se dit moi je suis pas blessé, je suis fort, comment lui faire prendre conscience qu'il faut faire ce travail en amont avant que le problème arrive et comment identifier justement les leviers en fait, qui pourraient être faibles chez lui? Alors ça c'est, du coup encore une fois, c'est tout, moi c'est pour ça que je dis que c'est un peu un art en tant qu'accompagnateur, que ce soit kiné, coach, préparateur physique. En fait, le problème, c'est qu'on, là, comme tu dis, leur parler de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi en préparation mentale. Évidemment, comment il peut s'identifier et se préparer à quelque chose qui n'est pas arrivé, qui ne va pas arriver. Ça, c'est très compliqué. Donc en fait, on parle, si tu veux amener la prophylaxie, à la limite, tu ne parles même pas de blessure. Tu dis, dans ton contexte d'entraînement, ça en fait partie. C'est du renforcement. La prophylaxie, c'est éviter de se blesser, oui, mais c'est aussi se renforcer pour être plus performant. Donc, au lieu de partir de la peur, parce que c'est ce qui domine aussi dans le sport, dans la prévention de la blessure, le mot blessure, il résonne un peu plus fort chez tout le monde mentalement, et encore plus chez les athlètes, ou alors il ne résonne pas du tout si également de l'athlète est confronté. Donc, en fait, on parle de quelque chose, pour ceux qui n'ont jamais eu de blessure, qui n'existe pas encore. C'est un peu. C'est là. Et tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais moi ça ne m'est pas arrivé. C'est là, pourquoi moi, je devrais faire ça, alors qu'en fait, mon sport c'est faire du volley, que du volley. Pourquoi je devrais faire ça? Et jusqu'à ce qu'ils se confondent. Et ça, c'est ça où c'est dommage. L'idée c'est d'amener et de un peu, par différents subterfuges, et de conscientiser encore une fois pourquoi il y aurait besoin de faire ça, sans parler des blessures. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres ont des questions? Merci pour votre présentation. Voilà, une question pour toi, Emmanuel. Ça fait des chiffres au niveau des blessures aussi aujourd'hui sur les sprints à plus de 90%. Il y a certains athlètes qui peuvent se blesser au sprint, sur des plutôt sprints longs, sur des séances plutôt d'endurance de vitesse. Est-ce que tu as des chiffres à ce niveau-là? Est-ce que tu mets les blessures ischio sur le sprint à plus de 90% et ce sur l'endurance de vitesse dans le même panier ou tu vois les choses différemment? C'est une question levier perche, c'est génial. Je n'ai dans l'étude que le 98% parce que depuis qu'on va chercher à exploser la tête à ce 98+, on n'a plus de problème au-dessous. Le problème, c'est de passer trop de temps dans une zone intermédiaire et de croire qu'à un moment dans la planification, il n'y a qu'à la fois des complètes qu'il faut aller vite. Ça, c'est un grave problème. Notamment quand on va très vite, quand on est explosé sur sprint, c'est un grave problème. On ne peut pas attendre la fin de l'année ou le dernier cycle d'entraînement pour voir la vitesse. L'athlète, il va développer, et vous voyez bien, si on prend les chiffres de tout à l'heure, 40 semaines de sprint, et on parle que du sprint, que de la séance de sprint. Théo vous a dit, séance de sprint long, tempo 400, et puis une séance d'accélération, c'est 40. Vous multipliez ça par le nombre de sprints, vous multipliez ça sur les 5 ans et vous mettez ça par personne. Par rapport à quelqu'un qui va juste aller s'exposer parfois à la vitesse, finalement vous n'aurez pas plus de problème. Mais par contre, vous allez développer la vitesse. Voilà. Merci pour cette réponse. Est-ce que du coup... Merci pour votre présentation. J'avais une question sur l'intérêt et l'occurrence que vous avez de l'utilisation de la survitesse. Bon là, il n'y a pas de réellement pente, mais sinon avec 2080 peut-être, est-ce que vous en faites un peu encore? Beaucoup? À quel moment? L'intérêt? Et à quel niveau?
l'utilisation du 1080, c'est très développé. Alors Matteo, il est dans un groupe de sprint tout court, il a un historique plus long sur l'utilisation de la survitesse, mais la réflexion que j'ai pu avoir en tant qu'entraîneur, c'était d'abord, avant de faire de la survitesse, d'abord faire de la vitesse correctement. Et plus souvent. Et plus souvent, exactement. Donc maintenant qu'on en est arrivé là, le 1080 est bien utilisé en survitesse. Alors pour ceux qui ont des réglages, qui connaissent, qui utilisent la machine, on est sur, on met tout à 14 mètres secondes, et puis on est sur une contrainte entre 2 jusqu'à 3 kg. C'est tout. On va pas plus loin, mais par contre, ça, on va avoir tendance à garder, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, dans certaines représentations, on garde vraiment de vitesse le plus qualitatif pour la fin. Nous, on va le garder pour la fin de la préparation. Parce que dans cette fin de préparation, en fait, si vous êtes capable d'aller plus vite que la vitesse que vous êtes capable de générer tout seul, en fait, vous êtes déjà protégé. En fait. On vient vraiment compléter le panel du sprinter avec une vitesse à 100,5% pour certains, mais bien supérieure à 100, voire même 101% pour certains. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. Et puis il y a un deuxième moment où on utilise la vitesse assistée, c'est quand on arrive à une barrière de vitesse. Si sur plusieurs séances consécutives, on peut constater qu'il n'y a plus rien qui bouge et que, parce qu'on est obligé de relier ça aussi à la planification de la force qu'on peut avoir en parallèle, s'il n'y a plus de raison que ça stagne, c'est le bon moment pour aller faire une séance de survitesse et d'exposer le corps à mieux plus vite. Et nous, on l'utilise, la survitesse, dans le même thème, mais Richard a souhaité tester autre chose et aussi l'utiliser début de saison. Au début, ça nous a paru bizarre. Et en fait, c'est le terme survitesse, du coup, pareil, il est assez connoté. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, survitesse, exactement. Et en fait, il s'est dit, on va faire de la vitesse assistée avec, en gros, on ne dépassait pas la vitesse max qu'on est capable de faire, on n'avait pas de survitesse, mais ça nous permettait d'aller à des niveaux de vitesse élevés sans exercer de force volontaire. Parce qu'il y a le câble qui tire, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, ça nous permet de partir, de courir et d'aller directement se placer à des vitesses où, en fait, au lieu de courir volontairement, il faut vraiment propulser de soi-même, où là, on est assisté et on vient directement solliciter la chaîne poste, les ischios, à des vitesses élevées, sans ajouter tout le côté volontaire de nous-mêmes de se propulser. Donc en fait, il y a un réel intérêt, pour le coup, où là, début de saison, mi-saison, pour introduire petit à petit la vitesse max et la survie. Merci. C'est exactement complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a la vitesse assistée et la survitesse. Pour nous, c'est trois choses. Moi, j'ai répondu sur la survitesse, mais c'est vraiment trois choses différentes. Merci pour votre réponse. On va peut-être pouvoir passer à la partie pratique. S'il y a d'autres questions, on pourra peut-être consacrer un échange personnel avec Emmanuel et Matteo s'ils souhaitent réponse. Mais on va passer à la partie pratique si on a qui souhaitent aller sur la piste avec eux. Voilà, tout le monde est bienvenu. La seule condition que je mettrais, c'est d'avoir des baskets correctes par rapport à l'utilisation du revêtement. Mais sinon, après, ça peut se faire en chaussettes, il n'y a rien qui la vide. Donc, contrairement à la thématique. Allez. Allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Tout le monde est bienvenu pour mettre en place le protocole. Il n'y a rien qui va vite. Mais par contre, je pense que c'est intéressant d'avoir une petite dizaine de personnes, comme ça vous allez avoir des comportements moteurs qui vont être différents. Beaucoup d'hésitation. Mais si vous avez bien écouté le message, il faut y aller à la vitesse naturelle.
Et merci. Voilà, vous allez pouvoir exactement vous mettre dans ce sens-là. Alors, ça, c'est vraiment le protocole. Comme ça, vous êtes bien face à tout le monde. Vous pouvez aller sur la ligne face au public. Donc là, on est vraiment sur un protocole qui font 3 fois par semaine et qui va amener une mise en tension progressive et à l'athlète de pouvoir scanner ce qui, non pas que dans les ischios, mais dans toute la chaîne qui va être utilisée dans le sprint, ce qui va lui permettre de savoir si les freins sont déjà à 100% ou pas. Donc ça commence allongé, vous allez pouvoir tous vous allonger sur le dos, désolé. Alors, ce qu'on va faire, pour que ce soit vraiment plus joli, vous allez tous regarder le public quand même, parce que sinon, ça fait un peu désordre. Voilà. Alors, la première chose que vous allez faire, on est allongé complet, et je vais juste vous demander d'effectuer un mouvement de rétrogression complet. Vous relâchez, vous recommencez, vous venez mettre 10 impulsions comme ça. Donc, on essaie vraiment de redresser le bassin. Le bassin, ça va être un des éléments indispensables de ce qui va suivre sur le sprint. Donc là, quand vous allez avoir réalisé ça 10 fois, ce qu'on va demander, c'est de faire la même chose en étant maintenant plus avec les fesses au contact du sol. Donc on vient déjà appuyer un peu sur les talons là, et puis on vient essayer de rejouer sur la mobilité du bassin en engageant progressivement vers la rétroversion maximale. Voilà, ça va chauffer doucement mais sûrement. Alors on leur laisse quand même un petit peu plus de temps. Là ils vont le faire en vitesse accélérée. À partir de ce moment-là, ça c'est notre première base d'entrée. Là, l'athlète, en fonction de ce qu'il a fait la veille, il peut se retrouver déjà un peu contraint à dire oh, il y a des choses, mais là il n'y a pas le risque n'est pas du tout important. Donc on peut aller bien plus loin que ça. L'exercice suivant, on va checker, c'est la capacité à ramener le genou le plus loin possible vers la poitrine. Donc ça, on fait vraiment de manière volontaire et on va le faire 10 fois. Donc vous allez faire ça comme ça, vous allez reposer, vous allez changer de jambe, voilà. Alors nous on ne le fait pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire à certains moments de l'année, ils le font tout d'un côté et tout de l'autre, et des fois ils le font comme ça en alterné. Les fesses restent au sol pour l'instant. Donc là, on rentre vraiment dans le principe de base, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le positionnement du bassin, on va déjà commencer à donner des informations par rapport à la position du genou. Ça, c'est notre première marche. La deuxième, maintenant on va partir pour 10 comme ça, vous allez avoir le genou qui va revenir, et quand on dit revenir, c'est vraiment faire l'effort maximal volontaire. Donc on ne vient pas céder avec le genou, on vient vraiment amener le genou le plus loin possible en tension. Et si on peut encore tirer de manière volontaire, bien fait. Et maintenant, en plus, on va rajouter l'ouverture de la jambe. Donc, quand votre genou est arrivé, sans tricher, toujours dans l'axe, Et maintenant, je vais amener l'ouverture. Non, on laisse, c'est que volontaire. Maintenant, on va monter le talon vers le ciel. Voilà. Et on va décrire un cycle ici. Et on recommence. Et on ne cherche pas à le faire vite. Là, on prend son temps. Par contre, on essaye d'avoir le plus grand cycle possible. Et surtout, de bien conserver l'autre jambe. Pour l'instant, elle est complètement tranquille. On n'a pas de contrainte sur cette jambe-là. Là, vous pouvez déjà observer qu'en termes de flexion au niveau des hanches, la libération du genou, de la foulée, n'est pas du tout
et genoux plus ouverture. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va rendre l'exercice un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on va refaire tout ça avec le bassin qui est décollé du sol pendant toute la durée de l'exercice. Donc là, le bassin décolle, et puis je m'occupe d'abord juste de mon genou, que le genou, que la première situation. Voilà. Très bien. Et à aucun moment, mes fesses vont retourner au sol. Vous avez vu, il y a différents comportements. Il y a des gens qui vont essayer d'avoir quasiment une extension. Alors, ce qu'on déconseille, c'est l'hyper-extension. Ça, on n'en veut pas. Donc, l'extension, elle peut être très limitée. Et certains vont chercher un peu de confort la plupart du temps. Quand ça devient fatigant, on essaye d'avoir un peu plus de flexion. Ça, c'est pareil. On n'en veut pas. Nous, on veut que ce soit sous tension, et bonne tension. Une fois qu'on a fait ça, je pense que là, vu le nombre de rêves, vous avez bien compris l'exo. On reprend, on reste haut, le genou reste toujours aussi engagé et on vient explorer maintenant avec le cycle. Voilà, très bien. Alors là, j'ai fait de manière alternée pour les laisser souffler un peu, mais quand vous faites 10 fois la même mécanique du même côté, la tension et la charge devient plus importante puisque le temps d'exposition augmente. Allez, je vais arrêter de vous faire souffler ici. On va se mettre debout maintenant. Et on va garder exactement le même principe. Là, on était assuré de certains alignements parce qu'on était au sol. Le sol, c'est un bon repère pour ça. Maintenant, alors sans dépasser les couloirs, donc le dernier couloir, on va faire le même exercice, donc le genou qui monte le plus haut possible, d'accord, sans faire avancer le pied vers l'avant. Le genou le plus haut possible, mais en marchant. Donc, de manière volontaire, le genou le plus haut possible. Ça, c'est pas haut. Si je suis capable de faire ça, le cran d'avant, c'est pas haut. Donc, il faut vraiment que ça monte. Et là, vous allez voir des différences déjà, où, pour certains, ce qui doit être admissible comme une chance de sprint intéressante, c'est déjà leur limite extrême en termes de mobilité. Donc, on est face à un problème qu'il faudra traiter. Voilà. Je vais vous laisser revenir en arrière pour qu'on puisse bien voir. Maintenant, on fait le même principe, vous allez deviner. C'est simple en plus comme fait, c'est bien. Donc maintenant, on vient ouvrir. Et pour ouvrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas voir en sprint, on est en pleine vitesse, ce pied qui vient chasser le vent, mais bien fait, tourner vers le bas. Là, on va aller à contrario de la mécanique du sprint, histoire que ce soit bien clair. Là, montez le genou, vous essayez d'étirer au maximum avant de descendre. Donc prenez votre temps, allez-y progressivement. Voilà. Et plus vous allez réussir à monter le pied haut en respectant d'abord le genou, on reste fixé d'abord sur le genou. Et après, une fois que l'exercice est compris, regardez la jambe qui est au sol. La jambe qui est au sol, il faut que vous puissiez la garder comme étant un point fixe. C'est-à-dire que si vous essayez d'ouvrir à chaque fois un peu plus grand, mais que vous avez une flexion sur la jambe qui est au sol, ben finalement votre point fixe n'est jamais le même. Donc il faut vraiment essayer de garder le bassin haut et de réaliser l'exercice. Ensuite, une fois qu'on en est là, eh ben on va commencer à faire le même exercice avec des petits sursauts. Donc là, sans trop se déplacer, mais juste en sursaut. Voilà. Et toujours le premier exo, donc d'abord le genou, que le genou. Là, il n'y a pas besoin d'ouvrir, on est vraiment que concentré sur le genou qui monte très haut, très haut. Voilà. On revient, et puis je vois que vous voulez très vite passer à l'exo d'après. Voilà. Donc là, c'est le genou et l'ouverture. Et donc là, l'ouverture, le but, c'est vraiment de réussir à trouver un mouvement qui est de plus en plus complet. Et vous voyez, l'ischio, il n'a pas envie de vous obéir, votre chaîne n'a pas envie de vous obéir, donc il faut bien lui donner des informations. On va s'arrêter là pour vous.
parce que je pense que ça fait pas mal. Et puis, la logique de la progression de ce protocole, alors on ne fait pas sur si petit, j'en fais sensiblement sur 15 mètres, et derrière, on fait la même chose, en sursaut qui se déplace plus vite, et encore plus vite en temps de déplacement. Et à partir de là, l'athlète il est en capacité de dire bon, je peux m'engager librement dans mon échauffement, la fin de mon échauffement sprint, parce que évidemment ce n'est pas suffisamment complet, mais ça permet de scanner finalement toute sa chaîne et de se dire je suis prêt à y aller, je peux continuer la séance sur la thématique, c'est ok. Merci à vous. Là où je t'ai laissé intervenir, mais il y avait oublié que dès le début, là, sur le premier exercice, il y a une info hyper importante, c'est le bassin, comment il se comporte. Vérifiez bien si déjà à l'arrêt, à chaque fois qu'il y a un changement d'appui, vous voyez que le bassin il fait ça, imaginez à quelle vitesse les contraintes et l'amplitude qui se modifient à chaque appui. C'est déjà un indicateur pour dire là, attention, maintien du bassin, forcément, surtout du transfert transverse et du périnée pour maintenir là, ici le bassin et les fessiers pour que ici ça ne bouge pas. Ça, c'est ce qui permet de transférer la force qui va vers le haut. Toutes les oscillations là, on voit en plus chez des gens qui sont pas, on va dire, optimisés techniquement. Il y a énormément d'énergie sur les côtés. C'est moins libre. Le bassin, s'il ne maintient pas tout ça, déjà vous pouvez être sûr que les risques sont grands. Si